Grand angle consacré au Canada en cette journée électorale. Quel que soit le vainqueur, il aura la lourde tâche de faire face à la guerre commerciale lancée par Donald Trump et aux menaces répétées d'annexion du président américain. L'occasion, ces élections pour nous, de prendre le pouls du Canada, de la société canadienne, en la comparant notamment à la France. Avec nous pour en parler, Benjamin Boutin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes fondateur et président d'honneur de Francophonie sans frontières, directeur de l'association France-Canada, qui a pour but de développer les liens franco-canadiens dans tous les domaines de la société. Anna Arzumanov, bienvenue à vous. Vous êtes co-titulaire de la chaire franco-québécoise de la Sorbonne sur la liberté d'expression. Vous êtes maîtresse de conférences, autrice du livre Jugez les mots, liberté d'expression, justice et langue aux éditions Actes Sud. Avec nous également un homme que vous connaissez très bien. Il est au Québec, province francophone canadienne. Pierre Rainville, vous êtes vous aussi co-titulaire de la chaire que je viens de citer, la chaire franco-québécoise de la Sorbonne sur la liberté d'expression. On commence avec vous, Pierre Rainville, et cette actualité tragique qui s'est invitée à la veille quasiment de ces élections. Je veux bien entendu parler de cette attaque à la voiture bélier à Vancouver qui a fait au moins 11 morts. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'atmosphère au Québec, là où vous êtes? Rappelons qu'on est tout de même à 5000 km quasiment de Vancouver. C'est un pays continent, le Canada. Quelle est l'atmosphère qui règne autour de vous? Écoutez, effectivement, le pays est endeuillé. C'est un pays très vaste, mais souvent les familles sont dispersées. Et en l'occurrence, mon propre fils vit à Vancouver. Alors, c'est évidemment une tragédie qui nous touche tous et toutes. Benjamin Boutin, vous allez souvent au Canada. J'aimerais vous interroger sur cette question de la violence. Il s'avère là que la piste terroriste en l'état actuel est écartée, que l'individu présente des antécédents psychiatriques, des démêlés avec la police également. Mais ça survient tout de même et s'interroge 5 ans après la pire tuerie de l'histoire du Canada. 23 morts en Nouvelle-Écosse par arme à feu. Est-ce que vous diriez que la violence gagne du terrain au Canada, à l'instar du voisin états-unien ? De manière générale, le Canada est un pays pacifique où il y a un certain climat social apaisé, mais c'est vrai que de temps en temps, il y a ce genre de drame et qui vraiment instaure un climat pesant dans cette campagne. Je pense qu'en fait, vous savez, il y a des indicateurs qui montrent effectivement qu'il y a une recrudescence de cette violence, mais toutefois, pas davantage que dans d'autres pays du G7. Je pense que ça concerne davantage un problème de santé mentale qui est vraiment un problème qui prend de l'ampleur dans nos sociétés en général. Et le Canada, aujourd'hui en France avec l'affaire de Nantes, oui. Ce lycéen qui a tué l'une de ses camarades, la mosquée aussi dans le Gard, où un fidèle a été tué. C'est ça, donc il y a des enjeux certes religieux, de multiculturalisme, et cette question aussi de créer du lien social entre les communautés, c'est l'un des enjeux aujourd'hui au Canada. Donc cet interculturalisme qui s'impose pour faire société, promouvoir le vivre ensemble, mais aussi donc traiter ces problèmes de santé publique qui ont des conséquences dramatiques. Et ce tiraillement et ces tensions au sein des sociétés, on va en parler en comparant le Canada et la France. Anna Arzumanov, vu de Paris, on a parfois l'impression que le Canada est plus proche de la France, de l'Europe, mais en tout cas de la France au niveau culturel, au niveau sociétal. Or, les Canadiens, on a tendance à l'oublier, sont des Nord-Américains, y compris les Québécois et Pierre Rainville qui est avec nous ce soir. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un écrivain comme Alain Roy dit du Canada que c'est comme un pays d'Europe en Amérique, mais en réalité, la réalité est plus contrastée. Donc, il y a certes, du point de vue des programmes sociaux, des aspects qui sont proches de la France, mais nous, ce qu'on observe, c'est surtout la liberté d'expression. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du point de vue des enjeux de la liberté d'expression, on a à la fois des aspects qui rapprochent la France et le Canada, donc notamment en termes de régulation de la liberté d'expression. Aux États-Unis, on a une approche absolutiste de la liberté d'expression, donc fondée sur un premier amendement qui autorise à dire à peu près tout. Là où au Canada, on est beaucoup plus proche de l'Europe, où on réglemente la liberté d'expression. Et puis, en revanche, ce qui oppose le Canada à l'Europe et à la France, c'est la vision multiculturaliste qui s'oppose à l'universalisme républicain français. Donc je crois que là, on voit bien comment ce pays est à la fois entre les États-Unis et la France. Et on va évoquer donc les tiraillements et les tensions. Il est un peu plus de 12h30 au Canada. Alors je rappelle pour celles et ceux qui nous disent qu'on ne parle pas à proprement parler du scrutin lui-même, je rappelle que nous sommes tenus à un devoir de réserve et que nous allons respecter la législation canadienne en vigueur, d'où l'idée de prendre le pouls de la société canadienne plutôt que de parler de tel ou tel candidat, ce que nous ne pouvons pas faire. Pierre Rainville, j'aimerais vous entendre sur ce que vient de dire Anna Arzumanov, vous qui travaillez tous les deux dans cette chaire à la Sorbonne. Est-ce que vous confirmez, s'agissant précisément de la question de la
la liberté d'expression. Il y a notamment tout ce débat qui revient aussi sur le wokisme et l'anti-wokisme. Oui, tout à fait. Ce sont des enjeux, en fait, qui connaissent des échos comparables à la fois au Québec, en France et au Canada. Il est vrai qu'on se distance quand même beaucoup de la législation et des décisions américaines. Ma collègue Anna Arzumanov le signalait. Nous n'avons pas une conception absolutiste de la liberté d'expression. Il est tout à fait possible d'interdire, par exemple, des propos haineux ou les propos qui favorisent la discrimination. Par contre, on a également une vision de ce qui est irréductible au sein de la liberté d'expression. Par exemple, une personne qui se sentirait indigné par les propos tenus par un tiers, qui viserait par exemple sa religion, sa foi, son secteur d'appartenance, ne pourrait pas pour ce seul motif s'en plaindre et saisir les tribunaux. Et vous l'apercevez, cette différence qui voyageait des deux côtés de l'Atlantique? Et ce point commun et cette différence s'agissant de la liberté d'expression? Oui, il y a la liberté d'expression, il y a aussi la conception de la laïcité. À cet égard, la province du Québec est plus proche de notre conception française et ça crée des tiraillements avec le Canada anglophone. La liberté d'expression, vous savez, il y a aussi dans les universités qu'il faut la promouvoir pour que certains mots puissent être continuer à être prononcés, pour que la liberté académique puisse avoir cours. Et donc, il y a beaucoup d'échanges entre la France et le Canada et on peut aussi échanger des bonnes pratiques et des conceptions de société, notamment autour de la francophonie, bien sûr. Et vous parlez notamment, vous faites allusion, j'imagine, à ce qui se passe du côté des États-Unis avec Donald Trump. Vous qui suivez avec une particulière attention ce qui se passe au Canada, on imagine que c'est encore plus vrai depuis le retour à la Maison-Blanche du candidat républicain? Il y a une inquiétude, il y a des menaces qui ont été émises, qui n'avaient jamais été entendues jusqu'ici. Et c'est vrai que ces menaces-là... Il réitère aujourd'hui, jour de vote, voilà. La question de l'annexion, voilà. Donald Trump. Et donc ça, c'est quelque chose qui pose vraiment question et qui teinte toute cette campagne. On peut même dire que disons, les avancées de certains partis par rapport à d'autres sont teintées justement de ces déclarations du locataire de la Maison-Blanche. Alors c'est intéressant ce que disait notre invité Benjamin Boutin, Anna Arzumanov, sur ce qu'on a vu au Québec au moment du vote de la loi sur la laïcité. Ensuite, j'interrogerai bien évidemment Pierre Rainville. En fait, en tout cas, s'agissant du Québec, il y a vraiment les mêmes tiraillements, les mêmes tensions au sein de la société. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que le Québec donc, est quand même très différent du Canada anglophone et je crois qu'il faut rappeler cette spécificité. Et au Québec, donc, on a voté une loi sur la laïcité donc, qui date de 2018 et qui ressemble à bien des égards à ce qu'on a voté en France en 2004, qui est la loi sur les signes religieux. Donc là, on voit bien une proximité et en même temps des tensions très fortes, puisque on sait que la Cour suprême canadienne, enfin, la question a été portée à la Cour suprême canadienne, justement, par des Canadiens anglophones qui contestent cette loi sur la laïcité. Donc c'est ça qui est très intéressant. En fait, on voit bien que au sein même du Canada, se jouent ces différences dont je parlais, qui sont aussi des différences entre conception américaine et conception européenne. Et le Québec, finalement, est peut-être plus proche de la France, parce que on voit bien qu'il y a un certain nombre d'aspects de notre conception de la liberté d'expression dont le Québec est plus proche que du Canada anglophone. Pierre Rainville, est-ce que les plaies sont cicatrisées? On le rappelle, il y avait eu un vif débat au Québec sur la question de la laïcité, ou est-ce que ça reste encore vraiment d'actualité? C'est tout à fait d'actualité. Ma collègue Anna Arzumanov évoquait le fait que la cause est portée devant la Cour suprême. Donc, le Québec, en fait, l'Assemblée nationale du Québec avait utilisé une clause de dérogation qui met à l'abri de plusieurs dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, cette loi sur la laïcité, pour essayer de parer à l'avance une contestation constitutionnelle quant à l'atteinte notamment au droit à la liberté de croyance ou à la liberté de religion. Donc, l'affaire est à suivre, carrément. Ouais, j'aimerais parler avec vous, Pierre Rainville, maintenant de l'ambiance qui règne sur les campus canadiens. Là encore, on va essayer de voir si comparaison est raison ou pas avec les États-Unis. Mais il semble qu'il y a un vent de liberté chez les étudiants canadiens, cette soif de liberté d'expression, mais que ce n'est pas évident. Dites-nous, vous, par exemple, à Laval, ce qu'il en est. Quelle est l'atmosphère dans le campus à l'Université Laval ?
Écoutez, je vous dirais qu'il y a une période de fébrilité, d'inquiétude, de fébrilité, mais aussi de sursaut collectif. Vous faites bien d'évoquer la liberté académique qui est prise à partie aux États-Unis. Les partis ont pris des positions différentes au Canada. Dans le cadre de l'élection, on n'en parlera pas, comme vous l'avez signalé. Mais par contre, je vous dirais que l'Association canadienne des professeurs des universités recommande fortement, ce sont les mots mêmes du communiqué, aux professeurs canadiens de ne pas se rendre aux États-Unis, sauf si la chose est jugée carrément essentielle. Et pour ce qui est de l'Université Laval, pour laquelle vous m'interrogez, la direction même de l'université conseille aux professeurs qui se rendent aux États-Unis pour des raisons professionnelles de ne pas employer leur propre ordinateur, de désactiver leur messagerie et de ne pas apporter des fichiers qui comporteraient des renseignements sur des thèmes jugés sensibles par l'administration américaine. Mais en revanche, je vous parlais de sursaut collectif. Il y a des instances qui sont en train d'être mises en place pour accueillir les chercheurs américains qui souhaitent une terre de réflexion plus féconde, plus sereine. Pas de consigne officielle en France, mais vous auriez peur. Il y a une consigne? Alors en France, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a réitéré des consignes en fait, qui étaient déjà anciennes, mais à la suite de l'arrestation d'un chercheur du CNRS au Texas. Donc il a réitéré ces consignes qui consistent à partir avec un ordinateur vierge dans des pays, donc à l'étranger. Donc on voit bien que c'est très proche. Juste un mot, vous n'êtes pas inquiet quand vous allez aux États-Unis, au Canada, aux États-Unis, avec toutes ces questions? On reconsidère l'idée de prendre des données personnelles avec soi. Je pense que ça nous ramène à la question de notre dépendance numérique aussi. Nous sommes dépendants des États-Unis, qui n'est plus le pays de la liberté, visiblement, de toute évidence. Il faudrait des GAFAM francophones, un peu plus. Absolument, et le Canada peut nous y aider. Europe, Canada, je pense que c'est l'un des domaines où nous devons réduire notre dépendance stratégique vis-à-vis des États-Unis. Mais il y a d'autres domaines, et en fait, le Canada, comme l'Union européenne, sont en train de travailler fort là-dessus, et c'est l'un des thèmes de cette campagne. Merci beaucoup Benjamin Boutin, Anna Arzoumanoff et donc Pierre Linville à Laval au Québec. Merci à tous les trois de nous avoir permis de prendre le pouls de la société canadienne et du Canada en ce jour d'élection.